Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, du coup, être antifragile? Avant d'entraîner, par exemple, en force athlétique, j'entraîne pas des forceux, j'entraîne des hommes. Les basketteurs, c'est simple, il y a quasiment personne qui sait que je bosse avec eux. J'ai pas bien vu de ramener quelqu'un de l'extérieur. Non. Par contre, je vais voir Cash l'entraîneur et je lui explique où on va, où on doit aller. Il faut bien définir ce que c'est le haut niveau. Le haut niveau, c'est pas faire les France. La majeure partie des athlètes, je les entraîne pas du tout de la même manière que les amateurs ou même les athlètes nationaux. Un athlète, c'est pas celui qui a le plus grosse qualité, c'est souvent celui qui a les plus grosses compensations. Tu sais que potentiellement, si il y a un truc qui se passe pas bien, un truc que tu mets en place qui se passe pas bien, tu coûtes peut-être une médaille, peut-être un titre à quelqu'un et tout. Est-ce que toi, ça te met une pression supplémentaire? Ou est-ce que... Avant de commencer cet épisode, il faut que je vous parle de Gymkey. Gymkey, c'est la solution pour délivrer la meilleure expérience de coaching possible pour vos clients. Chez Gymkey, ils savent que ça prend énormément de temps chaque semaine ou chaque mois de mettre à jour vos programmes, que ce soit programme d'entraînement ou de nutrition. Et grâce à leur plateforme, ils vous permettent en quelques clics de tout mettre à jour très rapidement et vos clients reçoivent la version updatée de leur programme sur leur téléphone directement via votre application. J'ai bien dit votre application grâce à Gymkey. Oui, vous pouvez avoir votre propre application en quelques clics. C'est très facile d'utilisation. Je l'ai moi-même testé. Il y a des tutoriels à chaque étape. Comme ça, vous n'êtes pas perdu même si vous êtes un boulet avec la technologie, pas de problème. Et chez Gymkey, parce qu'ils aiment les auditeurs du rendez-vous musclé, en plus des 14 jours gratuits que vous avez en cliquant sur le lien en description, vous avez automatiquement moins 50% quand vous décidez de vous abonner sur votre premier mois d'abonnement. Je répète, moins 50% en plus des 14 jours d'essai gratuits en passant par le lien en description chez Gymkey. Merci à Gymkey de sponsoriser le podcast. Place à l'épisode. Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du Rendez-vous Musclé, le podcast pour les accros de la salle de sport et des sports de force. On vous donne des conseils pratiques à appliquer à votre entraînement et à votre style de vie. Aujourd'hui, je suis rejoint par Fred Kos. Merci d'avoir pris le temps direct du cabinet pour faire ce petit épisode. On remercie aussi l'hôtel Tandem qui nous accueille pour ce second épisode et on est super bien reçus sérieux. Si vous passez à Strasbourg, je vous encourage et que vous aimez le vélo à venir voir un petit peu ces journées chez eux. Et donc aujourd'hui, Fred, je te demandais, tu es quelqu'un qui fait énormément de contenu. On va pas forcément revenir sur qui tu es, ton parcours, athlète, tu t'entraînes, t'es physio, tu as fait aussi du haut niveau judo. Ouais. Si je me trompe pas. Je voudrais déjà qu'on continue sur la conversation qu'on avait en off sur le milieu de la prévention sportive, des kinés et des réseaux sociaux. On parlait justement des gens qui font des réels à fond. Et moi j'ai remarqué en ce moment, pour avoir reçu du coup pas mal de alors training thérapie pour pas les citer, d'autres ostéos, de kinés et tout, qu'il y a un petit peu une mouvance du anti-squat university. J'ai l'impression que squat university, tu vois, c'est un peu l'épouvantail. Here's a test to help you figure out if your back pain may be caused by a disc bulge and how to fix it. My patient Evan recently got an intense shot of pain in his back while working out. Ils ont percé à un moment, et je pense que c'est les seuls dans la prévention des blessures qui ont eu une aussi grosse audience, ils sont à plus d'1 million sur Instagram ou un truc comme ça, ce qui est pour une niche comme la nôtre, genre la musculation, je pense énorme. Et que ils ont fait pas mal de petits formats courts avec des exercices qu'ils recommandaient de faire pour aider les autres. Ouais. Et on les a beaucoup mis sur un piédestal à un moment. Et maintenant, j'ai remarqué que c'est un petit peu la tendance à bâcher ce type de poste du genre les 5 exercices pour aider sur votre épaule ou insérer peu importe quel exercice, quel type de méthode. Alors, qu'est-ce que toi, t'en penses de ces vidéos? Pas mal de choses. Il y a beaucoup de choses à dire dans tout ce que tu m'as demandé. Déjà, il faut recontextualiser. En fait, les réseaux sociaux, ça va tellement vite. Il faut déjà recontextualiser quand est-ce qu'ils sont arrivés. Squat University, j'ai pas la date exacte, mais ça doit faire au moins... Plus de 10 ans, 15 ans, je pense. Ouais, 12-13 ans, je dirais. Donc, celui qui est sorti il y a 12-13 ans, forcément, c'est une expérience de 12-13 ans qu'il a. Donc, toute son audience a grandi au moment où Instagram a explosé. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et ça, par contre, je le reproche à beaucoup de monde. Moi, je suis pas du tout anti-squat university. C'est juste, c'est juste pour l'exemple, parce que c'est ce que tout le monde va comprendre. Mais... C'est juste qu'il y a des choses bien et des choses pas bien, c'est tout. Mais par contre, ce que je lui reproche, il s'appelle Aaron, c'est que souvent, les gars, au début, ils sont très bons. Et en fait, ils se deviennent tellement connus que ça devient très vite soit moyen ou uniquement marketing. Okay. Alors, je comprends que... heureusement pour lui qu'il faut marketer je sais pas combien il a de millions de followers, mais il faut marketer puisque à un moment donné autant profiter du business qu'il y a. Mais par contre, dans ce marketing, je pense qu'il faut quand même diluer toujours
un aspect quand même qui reste qualitatif, tu vois. Ouais. Je pense que c'est important. Autant au départ, ça y était, autant maintenant, c'est uniquement souvent orienté. Beaucoup, beaucoup. Et la deuxième chose, c'est que, pareil, au début, les gars, ils font le taf. Ils prennent le temps de se former, ils prennent le temps de réfléchir tout simplement, de mettre en pratique. Et maintenant, c'est un peu du tac au tac. C'est déjà, soit je fais une formation, je la recrache le lendemain sur les réseaux sociaux sans approfondir, tu vois. Ouais. Soit je me forme plus et je stagne, voire je régresse parce que la masse, elle continue, la masse au global, hein, la masse qualitative, on va dire, elle continue à s'élever, tu vois. Donc, au bout d'un moment, il y a le train qui commence à se faire doubler et il n'y a pas une aussi grosse remise en cause. Donc, c'est aussi pour ça que il y a tout on va dire, ce côté négatif autour de Squat University, c'est parce que, en fait, avant, il était un petit peu devant, et puis les connaissances, elles grandissent, et là, il s'est fait largement doubler, mais ça veut pas dire que c'est mauvais, c'est juste qu'il y a du contenu qui est pas forcément adapté, ou qui est dépassé, et d'autres contenus qui restent encore corrects, tu vois. Et par rapport à ta question sur, par exemple, le contenu avec 5 exercices, de faire ça, ça et ça, c'est pas mauvais, mais c'est pas fou non plus. C'est juste que moi, au contrario, tu vois, je monte des exos, mais j'essaie de faire comprendre pourquoi on choisit cet exo. L'idée, c'est, je préfère ne pas donner les clés, mais faire comprendre aux gens à quoi ça sert. Le lineman est le parfait outil pour les personnes qui manquent de mobilité en overhead, qui souhaitent bien sûr travailler un pattern de poussée verticale. On va pouvoir y inclure du travail de mobilité, bien sûr du travail autour de la poussée verticale et inclure de plus en plus un travail à l'aide de l'ensemble de la chaîne cinétique. Alors que quand on fait les exercices, 5 exercices clés pour telle pathologie, c'est pas que c'est pas bien ou c'est mauvais, c'est juste que ça, on va dire, ça va répondre à 30-40% des gens. Ce qui en soi n'est pas mauvais, puisque l'idée qu'il y a derrière un poste, c'est de faire avancer les gens. Si tu peux être bénéfique dans 30 ou 40% des cas, c'est déjà ça, tu vois. Tu vois. Après, on peut mieux faire. C'est quoi la bonne démarche pour faire un post éducatif dans la prévention des blessures? Parce que le problème, et je l'ai souvent quand je discute avec des coachs en FA ou en musculation, c'est que la vérité, c'est qu'à chaque fois qu'on te pose une question, la vraie réponse est « ça dépend ». Tu vois, Donc, quand tu l'as dit toi-même, du contenu sur les réseaux sociaux, c'est pour t'adresser un peu à la masse, aux 30-40% que tu peux aider. C'est quoi, du coup, la bonne approche si tu es quelqu'un qui veut faire du contenu éducatif sur les réseaux sociaux pour faire un post, justement, éducatif sans tomber dans le piège du truc qui attire l'attention juste pour attirer l'attention et qui, au final, n'est pas vraiment efficace? On peut déjà apprendre le problème de fond. Les réseaux sociaux, toi, tu vois, tu as un contenu média. Si tu n'as pas de vues, tu vis pas. Ouais, c'est vrai. Après, moi, j'ai mon propre académie, mes trucs aussi, mais c'est vrai que si personne voit tes trucs pour tomber sur en dehors de ton académie, hein, oui, c'est clair. T'as pas de vue, tu vis pas. Ouais. Donc, à un moment donné, il faut flirter entre la visibilité et le contenu qualitatif. Donc ça, c'est le premier point et c'est ça qui est difficile. Si tu donnes trop de qualité, déjà, ça reste gratuit, les réseaux sociaux. Donc, tu peux pas donner à un moment donné une qualité que tu pourrais donner par exemple en formation, parce qu'autrement tu dévalorises indirectement tes formations. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tu dois flirter justement entre ce qu'on a dit, entre la qualité et la visibilité, et ça c'est dur. Je sais pas si tu sais les dernières stats, mais si tu n'accroches pas dans les 5 premières secondes... Oui, surtout sur les réels, les TikTok, les trucs comme ça. De suite, ça change. Donc... c'est pour ça que de plus en plus, quasiment tout le monde, moi je le fais pas parce que ça prend trop de temps, mais toi c'est ton métier, tu vois, il faut soigner de manière très pointue les 5 premières secondes, l'image de garde, etc. Parce que c'est ce qui accroche l'œil et c'est ce qui accroche l'oreille aussi derrière. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point après, c'est ton audience. C'est finalement c'est quelle audience tu as envie. Tu vois, par exemple, il y en a plein qui comparent Training Therapy et mon compte. On ne cherche pas du tout la même chose. Le système, il se gangrène par l'intérieur, dans le sens où les soins, ils sont plus de qualité dans la majorité des cas. Et ceux qui travaillent bien,
ils sont pas mis en avant, ils sont pas plus rémunérés. Du coup, c'est frustrant personnellement. Du coup, nous, on a décidé de sortir de ça. Simon et Thomas, j'avais déjà parlé avec eux. On est parfaitement au clair avec ça. C'est que eux, ils ont une approche, on va dire, beaucoup plus large. Un entonnoir. Ouais. Alors que, ouais, du coup, un entonnoir. Début d'entonnoir voilà, et toi, t'es plus à la fin de l'entonnoir. C'est ça. Et moi, j'ai aucun problème avec ça, et j'ai aucun problème avec... je m'entends très bien d'ailleurs avec Thomas et Simon, tu vois. Et c'est juste que c'est quelle audience tu as envie. Et à partir de ça, une fois que tu as défini ton audience, du coup, tu peux créer ton contenu. C'est un peu comme la programmation. On ne programme pas avant d'avoir planifié. C'est... Si tu veux, la planification, elle te sert à définir ton objectif. Et à partir de ton objectif, bah, tu définis les compétences que tu as besoin pour atteindre cet objectif. Et après, par rapport à ça, bah, tu périodises ton temps. Bah, c'est un peu la même chose. C'est quel type d'audience tu as envie. Et en fonction de l'audience, bah, tu vas aussi participer à la construction de cette audience. Et une fois que ton audience elle est définie, ben moi je préfère avoir une audience, tu vois, qui a tendance un peu plus à réfléchir. Ben je construis mon contenu pour ça. Et tu vois, en parallèle, moi j'ai dévié en parallèle sur le canal Telegram, où là je développe beaucoup plus. Donc c'est-à-dire je reprends en gros mes posts et je envoie beaucoup plus de réflexions sur lesquelles les gens... En auto-audio. Ouais, c'est ça, en auto-audio, sur lesquelles ils peuvent réfléchir. Donc c'est comme ça que j'essaye de donner un peu plus de contenu de réflexion. Vu qu'Instagram, ils ont sorti Canal là. C'est la même chose que Telegram, mais directement sur Instagram. Ah, j'ai pas vu. C'est pas disponible pour tout le monde encore. Mais c'est pas en France encore. Hein. Si, il y en a certains qui l'ont en France, Thibaut InShape est là, etc. Okay, et tout. Mais pas tout ça. C'est la même chose. Et bah, je pense que ça va petit à petit. Ils font d'abord pour les gros. Et bah, ça peut être intéressant parce que du coup, t'as pas à faire migrer les gens de plateforme. Non, c'est ça. Après, j'ai pas... Enfin, c'est le tout début de Telegram et j'ai quasiment 1500 personnes. Ouais, c'est bien. Sur Telegram, c'est vraiment très bien, tu vois. Donc ça, c'est pas mal. Mais ouais, donc pour en revenir à ça, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut emmener les gens? Ben, c'est tout simplement définir l'audience que tu as envie et après accrocher au moins les premières secondes pour que tout simplement derrière ça découle, tu vois. Je pense que c'est une bonne réflexion que tu as et que les gens ont, mais trop tard dans le sens où souvent, tu vas créer du contenu, tu vas commencer à faire des vidéos que tu as envie de faire, et puis après, tu vas regarder sans te dire définir ton audience, et puis tu vas regarder, ah, ça a mieux marché que ça, donc je vais continuer à faire ça. Mais du coup, là, tu tombes dans le piège de l'engrenage, et peut-être que ce qui est arrivé à, comment il s'appelle déjà, Squat University, le mec qui Squat Therapy. C'est peut-être ce qui lui est arrivé, où après, lui, il a fait tellement de vidéos que forcément, quand tu te rends compte que si tu fais des trucs un peu explicatifs et que tu fais 10 fois le nombre de vues que si tu avais fait un gros hook, une grosse accroche sur les 5 premières secondes pour dire le top 5 exercices, si tu te rends compte qu'au bout d'un moment, parfois ça te demande même moins de travail et que ça fait 5 fois plus de vues. Non, mais ça fait se poser la question. Et c'est pour ça après, par exemple, toi tu as construit ton école, c'est que derrière, après tu réorientes sur du contenu beaucoup plus poussé, tu vois. C'est clair. Et en gros, il faut vraiment trouver un équilibre. Ouais, ou alors tu es clair avec toi-même. Tu veux de la visibilité, bah, tu fais des posts qui vont être le plus visible possible, tu vois. Tu veux du qualitatif, bah là, par contre, tu peux être le meilleur, si on ne te connaît pas, ça sert à rien. D'accord ? Donc il faut à un moment légèrement réorienter, à être à cheval entre visibilité et qualité. Mais après, il n'y a rien de... Il n'y a pas, je pense, à l'heure actuelle, il n'y a pas de choses magiques. La seule chose qui aide plus, et ça, c'est l'algorithme Insta qui le veut, c'est si tu veux vraiment exploser, il te faut un contenu média et puis, de qualité, quoi. Surtout, maintenant, j'ai l'impression qu'il n'y a plus le choix, en fait. C'est que si tu es dans le coaching, alors nous, évidemment, on est dans le milieu de la musculation et tout, mais je pense que c'est vrai dans les autres industries, c'est que si tu n'as pas de présence sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, ça va être compliqué de trouver des clients, quoi. Ah, tu vois, Mélanie, ma compagne, elle le sait, hein. Alors, depuis que j'ai Elena, c'est vraiment beaucoup plus dur, mais quasiment tous les jours, je publie, sauf souvent le mardi, le jeudi, c'est mes 2 grosses journées, où là, j'ai un peu plus de mal, mais j'essaie quand même. Mais autrement, c'est tous les jours, elle le sait, Mélanie, pendant ça dépend, 30-45 minutes. Mais déjà, parfois, j'ai pas de poste, il faut que je réfléchisse à un poste. Et après, il faut je fais un montage rapide sur CapCut, mais... et puis je publie, quoi. Mais ça prend quand même, t'en as une petite heure tous les jours, quoi, tu vois.
Ouais, je veux qu'on détaille un petit peu aussi comment tu arrives à concilier ta Ouais. vie pro et ta vie de Sans famille souci. aussi également. Mais avant qu'on reste un petit peu dans le domaine, pas forcément réseaux sociaux, mais prévention santé, kiné. Alors j'ai reçu des ostéos, j'ai reçu des kinés, j'ai même eu une masseuse sportive. Et toi, sur ta bio Instagram, il y a écrit physio. Qu'est-ce que c'est un physio pour les gens qui savent pas? En fait, j'ai volontairement mis le nom anglais. Ok. C'est plutôt ça. En fait, en Suisse, ça s'appelle physiothérapeute. Je crois qu'en Belgique, ça s'appelle physiothérapeute aussi. C'est juste que j'aime bien, quand on parle de quelque chose, d'avoir un langage commun. Et bon, à l'heure actuelle, l'anglais, c'est le langage commun au niveau mondial. Mais tu vois, je vais te donner un autre exemple. Moi, par exemple, à ma formation sur l'épaule, je parle des mouvements de l'omoplate, tu vois. En France, ils disent tous sonnette externe, sonnette interne, etc. Et il y en a plein qui se mélangent. Ouais. Parce qu'après, ils ne savent plus lire, par exemple, les études, ce genre de choses. Pourquoi on ne parle pas de... donc, on dit upward ou downward rotation. C'est facile à comprendre. Up, ça va vers le haut, down, et ça va vers le bas, tu vois. Et j'aime bien, du coup, avoir un langage commun que tout le monde comprend. Et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi physiothérapeute. C'est juste pour ça. Ok. Mais c'est l'équivalent d'un kiné. Ouais, du coup. tout à fait. C'est un kiné. Ok, d'accord. Et aujourd'hui, du coup, est-ce que toi, tu travailles plus à former, tu dirais quoi, d'autres professionnels de sport, des athlètes? C'est quoi un petit peu la répartition des gens que tu aides? Parce que tu fais aussi de la formation. Ouais. C'est quoi un petit peu la répartition entre, peut-être, on va dire, athlètes de haut niveau, professionnels de santé et peut-être lambda, enfin, j'aime pas trop ce mot lambda, monsieur, mais madame, tout le monde. En gros, à l'heure actuelle, sur les formations, je forme exclusivement soit des coachs, soit des kinés. Par contre, ça c'est en dehors de mes formations, j'ai des athlètes, que ce soit pro ou on va dire normaux. D'accord? Donc ça c'est actuellement ma répartition. Alors, la répartition elle est variable, ça dépend de la saison et tout, mais globalement j'ai à peu près, sur les athlètes pro, je dois avoir une vingtaine de nageuses synchronisées. Les judokas c'est variable, mais c'est allé jusqu'à 50, 100 sur le tapis. Ah ouais, c'était ta du viande. C'est ça. Donc là, c'était mon métier. À un moment donné, j'étais entraîneur. Donc c'était mon métier. Je faisais ça en parallèle du cabinet. Et puis j'ai arrêté parce que j'arrivais plus du tout. Et après, j'ai des athlètes pros. Par exemple, là, tu vois, j'ai commencé... Cette semaine, il revient. Il y a tu sais, l'été, c'est la off-saison. Donc j'ai 3 ou 4 basketteurs pros, j'ai des hockeyeurs, j'ai quelques combattants, etc. Du coup, c'est le moment où il y a off-saison là. Comment, je me dis, s'il y a peut-être des kinés ou des apprentis kinés qui nous regardent et qui veulent aussi peut-être aider des athlètes de haut niveau, comment ça se passe? Comment tu as débuté? Parce que maintenant, j'imagine c'est différent. Il y a beaucoup de bouche à oreille, tu es établi, etc. Comment tu as commencé à coacher en haut niveau? Peut-être d'autres sports que le judo, parce que le judo, après, dedans. Le judo, c'était facile. Je me dis natation synchronisée, comment t'es tombé? C'était mon ex. Okay. Et en fait, je connaissais l'entraîneur. Et puis l'entraîneur a dit en fait à mon ex qu'il cherchait quelqu'un. Elle a demandé si je pouvais intervenir. Parce qu'en fait, la natation synchronisée, et tu vois, là, ils le savent, j'ai prévenu le judo et la natation synchronisée que certainement c'était la dernière année. Donc ils ont un peu le seum. Et ils veulent, par exemple, Sabrina, c'est l'entraîneur des nageuses, elle veut absolument que je trouve quelqu'un. Et je lui ai dit, c'est compliqué. Ouais, donc c'est vraiment sous j'ai dit, recommandation. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, déjà, je suis resté longtemps, avant Mélanie, je suis resté très longtemps avec, elle s'appelle Rosen. On est resté 5-6 ans ensemble. Je connais l'activité par cœur, tu vois. La natation synchronisée, c'est pas courant, mais il a fallu que je fasse une analyse de l'activité. Je connais parfaitement la gestion de la charge d'entraînement que Sabrina impose. Il faut savoir que c'est 30 heures d'entraînement par semaine. C'est des choses. Du coup, il y a ça à en prendre en compte. Je me suis formé en hypoxie, en hypercapnie. La gestion oxygène et du dioxyde de carbone, parce que ça fait partie de leur sport. Il y a de la mobilité spécifique. Des entraînements spécifiques très pointus dans l'eau à sec. Donc ça court pas les rues de trouver quelqu'un qui sache faire ça, tu vois. Mais du coup, comment... Alors peut-être que pour les kinés, c'est une question bête ce que je veux dire, mais pour quelqu'un de l'extérieur, je me dis, comment tu peux accepter le job si tu sais qu'après tu dois te former sur tous ces trucs-là?
Est-ce que comment tu te sens légitime en fait d'accepter cette tâche-là? Moi, je voyais ça comme un challenge. Ok, d'accord. J'aime bien. Mais eux, quand ils t'embauchent, ils savent que tu connais rien à l'hypoxie, l'hyper de trucs. Enfin, Bah, elle savait que j'allais faire le taf. D'accord. Okay. Elle me connaissait, je la connaissais déjà. Elle savait que, enfin, les gens le savent. Hein, je travaille vraiment beaucoup. Ouais. Et puis souvent la première année, alors je fais un énorme travail la première année en fait. Et où j'essaye aussi quand même pas mal de choses. Alors ça peut être... faut qu'on ait confiance en toi aussi. Oui, c'est ça. Après, tu vois, je touche du bois. Avec tous les entraîneurs ou les athlètes, que ça soit... les athlètes dans le pro, hein, dans le haut niveau, j'ai toujours carte blanche. Okay. Alors ça, c'est vraiment un luxe. Royal. Mais c'est mérité aussi. J'ai eu aucune contrainte par le staff médical, aucune contrainte par les entraîneurs. Donc en fait, c'est vraiment... royal quoi. Et du coup j'ai pu tester beaucoup de choses et un truc con par exemple, c'était il y a 3-4 ans maintenant, ça fait 7 ans que je suis chez les nageuses, j'ai poussé un chou trop loin et en fait ça va vraiment marqué, hein. J'ai eu une nageuse qui a fait une énorme syncope dans l'eau, alors c'était ma faute, oui, mais en fait c'était juste aussi qu'elle avait fait... Il y avait un contexte particulier sur la nageuse. Elle était très très fatiguée ce jour-là. Et j'aurais dû le voir, mais je ne l'ai pas vu. Et du coup, ça m'a marqué parce que je l'ai sortie de l'eau. Elle était violette, les yeux révulsés. Putain, les pompiers n'ont pas voulu venir parce qu'ils étaient... il n'y avait pas de... En gros, j'étais seul. Il y avait pas de... Les pompiers, en gros, ils étaient surmenés. Okay. Et ils nous ont dit... Pas assez d'urgence. Ouais. Okay, elle aurait pu mourir, quoi. Putain. Elle était comme un cadavre, rigide. Ça m'a vraiment marqué. Et t'as fait quoi, du coup? Je l'ai prise dans mes bras et j'ai dit... Elle s'appelait Célia. J'ai dit, allez, Célia, il faut revenir. Mais ça a duré... Je sais pas, longtemps. Hein. Putain. Et j'étais pas bien. Et... les maîtres nageurs, ils étaient paniqués. Ils se sont tous figés. Il y a Sabrina qui est venue avec moi. Heureusement, elle a eu... en fait, il faut savoir qu'en natation synchronisée, et c'est là que je l'ai su après, il y a beaucoup de syncopes. Ok. Beaucoup plus qu'on pense. Ah bah ça lui est arrivé 3-4 fois, l'habitude. Mais en fait, j'étais pas au courant. Enfin, je savais que c'était possible, mais je savais pas. Ouais, parce qu'après, ils ont eu un compte-rendu des équipes de France et il y en a beaucoup. Ah, d'accord. Okay. Mais à ce point-là, c'était violent quand même. Pour toi, si t'as pas l'habitude... Ouais, ça m'a marqué. Du coup, il y a une partie de l'entraînement. Ça, tu vois, ça m'a permis d'apprendre. Il y a une partie de cet entraînement-là sur la respiration bien précise que je ne fais plus du tout dans l'eau, mais que à sec. Parce que s'il y avait une syncope à sec, bon, c'est moins grave. Ouais. Mais dans l'eau, c'est plus dangereux. Ok. Donc, c'est comme ça que je fais un gros travail sur la première année. Et puis, je fais des petits ajustements au fur et à mesure des résultats, etc. Quoi. Alors, maintenant, j'imagine que tu as l'habitude, mais suivre quelqu'un de monsieur et madame tout le monde, entre guillemets, bon, tu fais leur réhab, etc., ou leur préparation, leur coaching, ils ont leurs objectifs, c'est une chose. Mais quand tu encadres des gens, des athlètes de haut niveau qui ont potentiellement des compétitions à fort enjeu, même championnat du monde, peut-être Jeux olympiques, etc. Tu sais que potentiellement, s'il y a un truc qui se passe pas bien, un truc que tu mets en place qui se passe pas bien, tu coûtes peut-être une médaille, peut-être un titre à quelqu'un et tout. Comment toi tu gères ça? Les mecs qui se sont préparés toute leur vie, surtout si c'est des athlètes aux Jeux olympiques, pour ce moment-là. Est-ce que toi ça te met une pression supplémentaire? Ou est-ce que j'ai une pression supplémentaire? Oui, parce que forcément, là par exemple, tu vois, j'ai Rose Loga, il n'y a pas grand monde qui le sait, elle va faire les Europes en lancer de marteau. Okay. C'est ça que je t'ai vu sur Instagram avec ta masse là. C'est ça. Faites votre gainage avec une masse. Du coup, je travaille avec Baptiste, son entraîneur. Okay. Elle est sur le collectif Monde, elle sera sur le collectif Jeux Olympiques, certainement Los Angeles 2028, parce qu'elle est jeune. Peut-être en 2024 si elle arrive à monter suffisamment. Oui, c'est une partie du stress en plus. Mais en fait, je réfléchis pas pareil avec le haut niveau. Alors après, il faut bien définir ce que c'est le haut niveau. Le haut niveau, c'est pas faire les France, hein, pour moi. Non. Le haut niveau, le très haut niveau. International. Ouais, c'est un niveau international. Il faut savoir que la majeure partie des athlètes,
Mais en fait, je les entraîne pas du tout de la même manière que les amateurs ou même les athlètes nationaux. Pourquoi? Parce que il faut avoir l'esprit, c'est des machines de guerre. Dans leur sport à eux, c'est des machines de guerre. Donc, concrètement, comment ça se en gros, quand tu as... tu vois, Rose, la problématique de Rose, c'est qu'elle tolère mal les contraintes du marteau sur son thorax. Et du coup, elle a des points inflammatoires au niveau thoracique. Parce que techniquement, ça se repose sur ton... Non, ça, c'est lancer de poids, okay. Marteau. Ah, ok, d'accord. Okay. Et du coup, tu as des énormes gyrations et des énormes contraintes rotatoires énormes à gérer sur le thorax. Elle le tolère mal à l'heure actuelle. Donc, on travaille sur ça. Là, elle est bien stable. Elle a plus mal à l'entraînement, un tout petit peu au quotidien encore. Donc, on essaie de gérer ça. Mais il faut savoir que quand un athlète, il a son niveau, il est là et ses compensations sont là. C'est pour ça qu'il est aussi fort. Un athlète, c'est le meilleur compensateur qui existe. C'est pas celui qui a le plus grosse qualité, c'est souvent celui qui a les plus grosses compensations. Qu'est-ce que tu entends par compensation? Compensation, alors j'aime pas forcément le terme de compensation, mais plutôt le terme de choix de mouvement. Qu'est-ce qu'on pourrait dire en compensation? Tu vois, en force athlétique, par exemple, tu prends un squat, une compensation qu'on pourrait avoir, ça serait un shift. Mais le très haut niveau, il maîtrise ce shift à la perfection et il se blesse pas malgré ce shift. C'est peut-être les plus résilients. Je sais pas si c'est un bon terme, mais pas trop. Oui, puisqu'à la fin, s'ils sont en gros, s'ils sont performants, c'est qu'ils ont été suffisamment résilients pour être performants. C'est l'alliance des deux. C'est ça. Être bon et en plus t'es résilient. Et c'est ceux qui ont souvent aussi une pyramide la plus large. Pourquoi? Parce que ils vont avoir telle capacité, tel choix. Ils vont avoir dans leur cerveau un grand nombre de choix pour répondre à une même tâche. D'accord? Et du coup, quand c'est comme ça, ils ont une base énorme, une compensation qui est énorme. Si tu mets et que tu modifies un truc, tu sais que tout va se modifier et que ça peut être très très vite très positif ou très très vite négatif. Un truc qui est très connu, les nageurs de haut niveau, ils ont tous, en natation synchronisée c'est complètement différent, mais en natation classique, ils ont tous les omoplates, je sais pas si tu as vu, Phelps, très connu, ils ont tous les omoplates qui se décollent à fond. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils viennent optimiser leur rotation interne pour pouvoir chasser plus d'eau. Et regarde, je suis obligé de décoller mon omoplate pour chasser plus d'eau. Et en fait, ils ont fait ça. Sauf que la natation, c'est 30 000 coups de bras par semaine. On s'imagine pas, 30 000 coups de bras par semaine. Je fais déjà 50 mètres, j'en peux plus. À très haut niveau. Donc, tu modifies un truc dans leur épaule. Si ils n'ont pas la capacité de tolérance rapide, bah 30 000 coups de bras, en une semaine, tu peux les flinguer. Et c'est ça le très haut niveau, c'est que, en fait, j'ai une approche beaucoup plus minimaliste. C'est-à-dire que je vais, Baptiste, c'est l'entraîneur de Rose, il a son corps, sa planification, si tu veux, et j'ai dilué des petites choses, 3, 4, 5 au début, pas beaucoup plus, faible, alors pas forcément, plutôt faible volume, mais grosse intensité. Et je vois comment ça se comporte. Et je fais des ajustements permanents pour monter ce que j'ai vers l'objectif qu'on a défini. C'est plutôt comme ça que je travaille à très haut niveau. Est-ce que tu cherches les points d'impact du coup, où tu peux justement, toi ton apport il est minimum, mais pour avoir un gros levier, donc un résultat maximum? Ouais. Parce qu'en fait, la question sous-jacente que c'est, j'imagine que quand on fait appel à toi, quelque part, les gens s'attendent quand même à avoir un résultat rapide pour valider, entre guillemets, que tu es la bonne personne ou que ce que tu fais, ça marche. Mais c'est valable dans tout, pas forcément tout, mais quand tu fais appel à un professionnel pour un truc, c'est très rare que les gens... tu commences un truc et, ok, si je t'embauche et que tu vas me dire, ok, tu vas avoir les résultats dans 1 an, je vais peut-être avoir du mal. Donc les gens ont souvent besoin d'un petit résultat, d'une quick win, tu vois, d'un petit résultat, d'une petite victoire facile au début pour valider et avoir plus d'adhérence. Donc parce que le piège, est-ce que toi du coup tu essaies de mettre ça en place ou tu as cette pression-là ou... je sais pas si c'est clair. Oui, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. J'ai 2 réponses à ça. Okay. Ça dépend le niveau de l'athlète. C'est-à-dire que, on va dire, 90% de la population avec qui je travaille, c'est du haut niveau. C'est pas du très haut niveau,
c'est du haut niveau. J'ai 10%, on va dire, de très haut niveau, 70% de haut niveau et 20% monsieur, madame, tout le monde, on va dire comme ça. Pour le haut niveau, c'est facile. Je suis quasi sûr à chaque fois de moi qu'en 6 semaines, max 3 mois, j'ai les résultats que je veux. Ok. Pour le très haut niveau, c'est complètement différent. C'est que dans le très haut niveau, ils ont leur entraîneur. Et moi, je travaille systématiquement. Je suis pas là pour remplacer l'entraîneur. Je suis là pour optimiser ce que fait l'entraîneur et surtout pour répondre à la tâche qu'il me demande. Donc ça, c'est vraiment le trait particulier. Par contre, sur le haut niveau et sur le monsieur et madame tout le monde, je suis quasi sûr qu'à chaque fois, allez, en un bloc ou 2 blocs de 6 semaines, j'ai débloqué la chose. Parce que c'est ça aussi. Alors, peut-être c'est pas le bon parallèle à faire, mais souvent, tu as des athlètes qui sont monsieur et madame tout le monde, surtout des débutants, qui ont l'impression d'avoir des résultats magiques parce que, enfin, je vais te dire un truc tout con, mais quand tu commences la force athlétique, peut-être ça parlera à plus de monde qui regarde, c'est que typiquement, quelqu'un qui veut progresser sur les 3 mouvements, mais qui a un programme de muscu classique, il va avoir très peu de fréquence. Il va peut-être bencher peut-être 2 fois par semaine, squat 1 fois, deadlift 1 fois. Et rien que le fait d'augmenter la fréquence tout de suite, tu vas souvent avoir beaucoup plus de résultats. Et les gens vont avoir l'impression que le coach, il a fait un truc incroyable, alors qu'en soi, tu as juste augmenté la fréquence, tu n'as pas non plus faire. Mais après, il faut voir les effets derrière. Si tu augmentes la fréquence, tu vois, un truc tout con. Il a 2 benches par semaine, il passe à 4 benches. Ça fait combien d'augmentation de charge? Ah oui, si tu augmentes le volume aussi proportionnellement, ça va être compliqué. Mais en gros, tu doubles. Et on le sait, doubler, c'est augmenter de 60-70% les chances de risque de blessure dans les 3 à 6 mois. Donc, ok, s'il progresse, bah, tant mieux, mais s'il se pète 3 à 6 mois après, parce que quand vous avez commencé à bosser, bah, en fait, il va revenir. Et c'est ça qui a un peu d'enjeu. Alors, il faut créer des effets chez les personnes, mais il faut aussi, et c'est ça, on en revient à l'éducation, c'est leur dire, ok, peut-être qu'on commence plus doucement, mais parce que ça va aller mieux derrière. Et leur expliquer pourquoi. Et tu vois, moi je bosse avec Loïs, Robin Monaco, là, et Loïs, il y en a plein souvent qui lui font le reproche que ses programmations sont cool au début. Sauf que si tu fais un cycle complet avec Loïs, à la fin, tu dis plus ça. Cool. C'est juste que, en fait, il pose les bases et il attend les effets. Une fois que tu as les effets qui répondent, eh ben, on continue à aller plus loin. Eh ben, justement, vaut mieux faire comme ça parce qu'après, une fois que tu regardes les résultats de Loïs, bah, il a préparé un très grand nombre d'athlètes au jeu qui ont eu des résultats. Il est dans le meilleur club de natation en France, qui ont des résultats monstrueux à l'international. Et quand tu regardes tous les athlètes en individuel qu'il a eu, il a des athlètes Red Bull, il a plein d'athlètes, c'est un orfèvre. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il a répondu quasiment tout le temps, ou s'il n'a pas répondu dans les temps, et dans les 2-3 mois qui suivent, l'objectif, ils y sont allés, c'est qu'à chaque fois, l'objectif a été atteint. Donc, si à chaque fois l'objectif a été atteint, c'est que ça s'est bien réalisé. C'est juste que moi, je recontextualise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu me dis je veux gagner les championnats du monde dans 3 mois, je te dis non. À moins que tu aies un potentiel, mais non. Pourquoi? Parce que ça sous-entend un énorme travail et qu'en 3 mois, c'est pas faisable. Il faut juste dire, ok, tu as tel objectif, ok. Bah, l'objectif correspond pas. Ok, s'il correspond pas, bah, on va se fixer déjà des sous-objectifs. Et puis, ok, tu les atteins, ok, bah, certainement déjà quand tu as atteint le sous-objectif, ça va entraîner des effets chez toi, et du coup, qui vont être bénéfiques, et ça va augmenter ta palette de travail. Comment tu fais pour faire comprendre à un athlète, alors j'imagine que peut-être dans le haut niveau, ils ont moins ce type de problématique, parce que je pense que si tu arrives à très très haut niveau, tu es quelqu'un qui est coachable, de personnalité. Peut-être tu as commencé très tôt le sport, non? Pas vrai? Alors, dans la grande majorité des cas, oui, mais avec la maturité, d'accord? Mais par contre, chez les très très jeunes, très talentueux, c'est pas tout le temps le cas. Alors, comment tu leur inculques ça, le fait de... Alors, pas juste la patience, parce qu'il n'y a pas que la patience, mais cette mentalité de... d'être patient, comme tu disais avec Loïs, on pose les bases et tu auras les résultats après. Comment tu leur inculques ça?
En fait, on pourrait appeler ça de l'éducation à la maturité. Souvent, quand je dis les jeunes très talentueux, c'est souvent les moins de 20 ans. Il y en a plein en force athlétique, puisque c'est un podcast souvent orienté sur la force. Il y en a plein des jeunes qui explosent à 18, 19 ans, ils ont les taux de testo au taquet, ils explosent très vite. Mais sauf qu'ils n'ont pas compris, déjà, la force athlétique, c'est un sport de vieux, entre guillemets. Maturité tardive. Ouais, à maturité tardive, parce que ça prend du temps de construire de la force. Déjà, quand on progresse très vite en force, il faut savoir qu'on peut chuter très vite. Et donc, c'est, comme dirait Clément, le vieux Clément... Il va être content, ça. Salut Clem. C'est vraiment à maturité tardive. Donc, si tu as des bénéfices très tôt, c'est-à-dire que tu es assez fait pour ce sport-là. Donc, si on t'éduque à comment être résilient sur le long terme, il y a de grandes chances que tu deviennes très, très, très fort. Parce qu'être très fort à 18 ans au niveau national, ça ne garantit pas une carrière internationale derrière. Par contre, être très fort à 18 ans, mais si tu as un très très bon accompagnement, il y a de grandes chances qu'à 23-24 ans, tu commences à être vraiment solide à l'international. Mais du coup, leur faire comprendre ça. Alors ça dépend déjà du profil de l'athlète et de son éducation. C'est aussi une éducation, quand je parle d'éducation, c'est l'éducation, on va dire, d'un homme, tu vois. Bien sûr. Enfin, que ce soit homme ou femme, homme à grande tâche. C'est l'éducation d'un homme, c'est... lui apprendre que, par exemple, ça sert à rien de lifter lourd tous les jours, par exemple. Ça sert à rien de négliger. Là, ils sont tous à fond sur l'endurance fondamentale, même ça arrive en force athlétique. Mais la zone 2. Ouais, mais si tu fais trop... Il y en a plein, il y a plein de crossfitters là, en ce moment qui se rendent compte que trop de zone 2, c'est délétère. Bah oui, à un moment donné... Si tu fais 20 heures de zone 2 dans la semaine, à un moment donné, tes cuisses, elles vont être éclatées quand même, quoi qu'il arrive, même si tu fais ta zone 2. Donc, tu vois, c'est avoir une intelligence derrière tout ça et dire, OK, tu as tel prérequis pour la force athlétique en termes de mobilité, en termes de travail d'assistance. L'hypertrophie, à un moment donné, elle est là en soutien aussi. C'est apprendre tout ça. Et une fois que tu as appris tout ça, OK, il va pouvoir faire des choix intelligents. Et après, c'est s'entourer de manière correcte aussi. OK. Pour revenir un petit peu sur le haut niveau, c'est très intéressant ce que tu viens de nous expliquer. Quel genre de relation tu as avec les coachs? Parce que quand tu es dans le très haut niveau, en fait, il y a tout un staff derrière l'athlète. Il n'y a pas forcément qu'un seul coach qui s'occupe de tout. Tu vas avoir le préparateur physique, tu vas peut-être avoir quelqu'un d'appoint aussi pour la réhab, ce genre de choses. Tu vas peut-être avoir, je sais pas, un masseur, etc. Comment tu gères, toi, la relation avec les autres membres potentiellement du staff? Déjà, à quoi ça ressemble un staff pour un athlète de haut niveau? Alors, j'imagine que ça varie en fonction du sport. Et toi, comment tu gères cette relation inter-coach? Déjà, ça varie en fonction du budget. Je parle au sein du sport. Les basketteurs, ils n'auront pas le même staff, par exemple, que, je sais pas, en athlétisme, par exemple. Du coup, ça dépend du budget. En général, les basketteurs, c'est simple, personne ne sait. C'est illimité. Ouais, c'est illimité. Et il y a quasiment personne qui sait que je bosse avec eux. Ah ouais, pourquoi? Ou alors, ils le savent, mais... genre, tu vois, j'ai été déjà dans les clubs pro. C'est pas bien vu de ramener quelqu'un de l'extérieur? Non. Pourquoi? Parce que le staff, en général, ça les fait chier. D'accord? Par contre, et là, il y a aussi une éducation à ça, c'est souvent, moi, je vais voir l'entraîneur. Si je me déplace en présentiel, je vais voir Cash l'entraîneur et je lui explique où on va, où on doit aller. À un moment donné, quand tu expliques où tu dois aller, souvent, ça passe mieux déjà. Et après, dans les off-season, en fait, ils font ce qu'ils veulent. C'est que souvent, ils ont leur préparateur physique du club. Et après, ils prennent soit ils prennent le préparateur physique du club parce qu'ils sont contents, soit ils prennent qui ils veulent. Et là, quand c'est qui ils veulent, personne ne le sait, ou alors c'est juste par une story sur les réseaux sociaux, et c'est tout, tu vois. Mais est-ce qu'ils te prennent c'est que en saison off, ou pendant la saison, ça pas? Parce que alors, ça dépend. Pour la prépa physique, essentiellement. Dangereux si, je sais pas, le joueur il fait des exercices à côté dont le coach ne sait pas, et inversement, tu vois. Alors, on va juste revenir sur ça. Je finis juste sur ta première question. Sur l'off-saison, en général, je fais préparation. En gros, c'est du A à Z.
c'est de la préparation physique et s'il y a des blessures, il faut le soigner. Par contre, il y a un truc où je suis vraiment très clair avec eux, c'est que je veux personne d'autre en parallèle. Okay. C'est le contrat. Pourquoi? Et je te donnais un truc en santé qui fait sens. J'ai eu... non, c'était mon collègue. Mon associé Ulrich, il a eu une patiente une fois pour cervicalgie. Truc bateau. Sauf que nous, on fait tout le temps un bilan. Le bilan sort des red flags. Donc les red flags, pour recontextualiser, si tu viens en bilan avec moi, que j'identifie des red flags, on arrête le bilan et tu vas faire des examens complémentaires plus poussés, c'est que ça pue. Okay. D'accord? Il arrête le bilan, ça pue, il demande une radio fracture de C2. Sauf que elle est allée voir une ostéo qui l'a manipulée 3 jours avant, sans faire de bilan. Elle aurait pu la tuer. D'accord? Ah ouais. Du coup, tu comprends le parallèle à pourquoi je veux personne. Pourquoi? Parce que je veux pas d'interaction. Déjà, premièrement, si on reprend la personne avec la cervicalgie, s'il n'avait pas fait de bilan, mon collègue, il fait des mobilisations, ça se passe mal, il la tue, après il va en prison. Deuxième chose, c'est si je bosse avec un athlète, encore plus de haut niveau, s'il fait plusieurs choses en parallèle et que je ne le sais pas, c'est déjà où sont mes effets, où sont les effets de l'autre préparateur physique. On ne peut pas savoir. Quels sont les effets combinés? On ne peut pas savoir. Comment est-ce qu'il gère la charge de travail? Si je ne sais pas ce que fait l'autre, je ne peux pas adapter. Si ce que l'autre a fait, ça fait redondance avec moi, exemple, les basketteurs, souvent, ils ont des tendinopathies, soit au niveau des genoux ou du tendon d'Achille. S'il est allé se taper de la plio et que moi, derrière, je remets de la plio, ça va pas faire bon ménage, ça va faire s'inflammer. Ou alors, un truc qui me saoule, j'ai déjà eu le cas avec un des basketteurs, il va se taper une grosse séance de plio ou alors il va faire un gros stage il va jouer au basket plein de fois et il me le dit pas. Il arrive, il a le tendon d'Achille complètement inflammé. Je fais quoi avec ma séance que j'ai prévue? Rien. D'accord? Donc, le contrat, ils le savent, c'est qu'il n'y a rien qui est fait à côté de moi. Et s'ils veulent pas, ils veulent pas. Tant pis, on bosse pas ensemble. Ok. Je préfère être de suite clair avec eux. Ouais. Et après, par rapport à ton autre question, comment je fais en saison, c'est plutôt cette approche minimaliste ou l'autre approche, c'est que souvent, ils me recontactent en saison, pas pour la prépa physique, mais pour la gestion de blessures. Ça, c'est complètement autre chose. D'accord, ok. Tout à l'heure, on parlait un petit peu de résilience. J'ai demandé à Alexis quel serait un bon sujet de discuter avec toi. Et il m'a dit, en FA, ils sont trop antifragiles. D'être antifragile. En FA, ils sont trop fragiles, justement. Ah. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, du coup, être antifragile? Déjà, pour ceux qui ne savent pas, l'antifragilité, c'est un terme de Nicolas Nassim Taleb dans son livre Antifragile, lisez-le. En gros, ce livre, il dit quoi? C'est que globalement, on est devenu des grosses merdes par rapport à nos ancêtres. On va résumer comme ça. Ouais. Pourquoi? On est assis. Ouais. Le matin, que je sache, t'habites à Paris, tu rentres en train, tu vas rester assis dans ton train 2 heures, tu vas rentrer chez toi. Voilà. J'ai fait 2 podcasts, je suis pas entraîné. Ouais, et puis même au-delà de ça, Alexis, je me fous de sa gueule parfois. À Mélanie aussi, parfois, elle le prend pas tout le temps bien. Mais il y a plein de sportifs sédentaires. Ouais, c'est-à-dire, ils vont s'entraîner. Même si tu t'entraînes 2 heures tous les jours, ça veut pas dire que tu vas être capable d'aller enchaîner une randonnée. Surtout en muscu. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, c'est que moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est qu'avant d'entraîner, par exemple, en force athlétique, j'entraîne pas des forceux, j'entraîne des hommes. C'est est-ce que tu réponds bien à un corps d'homme? Une fois que tu réponds bien à ce corps d'homme, alors on peut pouvoir aller chercher de la force athlétique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que par rapport à cette notion d'antifragilité, la notion d'antifragilité, c'est un chouille différent de la notion de résilience. Souvent, en vocabulaire, on parle de résilience, mais je préfère cette notion d'antifragilité, c'est qu'on augmente suffisamment les contraintes et c'est qu'au global, ta courbe globale monte. De capacité de travail. Tu as de plus en plus de capacité de travail pour que, je sais pas, par exemple, tu as une compétition, je dis un truc con, tu dois battre de 15 kilos ton total pour pouvoir gagner la compétition.
tu le fais, mais il faut pas que ça pète. C'est ça l'antifragilité. C'est que tu aies donné suffisamment de capacité de travail à la personne que si tu as un pic, bah, tu es toujours une valve de sécurité. C'est ça l'antifragilité. Et comment est-ce qu'on devient antifragile? Bah, c'est compliqué. Ça dépend, c'est ça. Ça dépend du niveau de l'athlète. C'est plus l'athlète va être élevé, plus l'athlète va avoir aussi un... On a parlé d'Alexis, ça fait longtemps qu'il est commencé à être dans la FA. Un peu fragile, Alexis, tu dirais ou pas Non, franchement, c'est un gros athlète. Il est fragile sur certains points, mais en fait, il est fragile sur ses antécédents de blessures. Mais sorti de ça, franchement, il commence à avoir une bonne capacité de travail. C'est juste qu'il se déconditionne vite. On coupera ça pour pas qu'il prenne pas la confiance. Mais... C'est ça. Mais ça va, il a vraiment gagné en capacité de travail. Mais globalement, c'est... en fait, il y a plein de... Je pense, tu vas peut-être me couper, mais il y a plein d'entraîneurs en force athlétique qui ont peur de donner des contraintes. Hors FA. Ah, ok, ouais. D'accord. Mais à un moment donné, je vais reprendre un exemple beaucoup plus même parlant. Tu vois ce que c'est des réglettes en escalade? Non. Je vais t'expliquer. En réglette en escalade, tu sais, c'est des sortes de lithos. Tu poses tes doigts, tu te suspends. Ah, ok. D'accord? C'est ça, une réglette. Sauf que quand tu te suspends, la contrainte en escalade, elle va se répartir dans les doigts, les fléchisseurs et tout le complexe de l'épaule jusqu'au sacrum où s'accroche ton grand dorsal. Donc toute ta contrainte se répartit ici. Le problème en escalade, par exemple, tu as les poulies ici. C'est des sortes de poulies tout simplement qui vont garder les tendons plaqués contre les os. Si ça pète, poum, ça fait comme une arc. Et ton tendon, il sort et ça fait comme ça. C'est dégueulasse, ça fait très mal. Et ils peuvent plus réaliser leur suspension. Mais pourquoi souvent elles pètent? Pourquoi? Parce que souvent, ils entraînent leur poulie en suspension. Sauf que la contrainte en suspension, elle est répartie ici. Donc, tu es capable d'absorber plus Parce que tu es vraiment... mais ce que tes poulies sont capables d'absorber. Ben, c'est la même chose pour le bench. Si tu fais que du bench, à un moment donné, ta contrainte se répartit sur l'ensemble. Mais qui te dit que ces fibres-là du pec sont capables d'absorber 200 kg au bench? C'est pas sûr. C'est possible, moi, mais c'est c'est pas sûr sûr. que non. 200 kg au bench, c'est sûr que non. Et du coup, il y a des méthodologies. C'est pour ça, par exemple, tu vois Alexis, il se tape des gros blocs d'iso pour que, sur des angles particuliers, sur des temps particuliers, pour que tel tissu soit capable d'absorber la contrainte que je souhaite qu'il absorbe. C'est pour ça qu'il fait en isométrie du sumo, par exemple. Par exemple. Mais tu vois, j'ai Pierre, par exemple, en ce moment. Lui, c'est sur des... je lui fais des énormes contraintes sur son hanche gauche. Parce qu'il n'est pas capable de tolérer, finalement, par rapport à son niveau de force, Pierre, si t'écoutes, je vais pas donner tes charges que tu étais capable de faire au début. C'est un enfant sur l'ischio, d'accord? Un bébé même. Et pourquoi ça pète à un moment donné? Parce que si tu as un ischio, c'est un bébé, et tu fais 350, au bout d'un moment, ça fait que péter. Et c'est ça, devenir antifragile. C'est au bout d'un moment, tu vas localiser les contraintes de manière tellement énorme que après, quand on se répartit dans l'ensemble, ça passe tout seul. Tu vois. Est-ce que ces gens-là, ils ont déjà repéré l'endroit où quel conseil tu donnerais pour quelqu'un peut-être qui se rend compte qu'il est coincé à un palier et il aurait peut-être ce problème de coude de fragilité quelque part, mais comment tu fais pour deviner que tu as justement ce problème de fragilité quelque part? Le bilan. J'ai un bilan... Alors, moi, je fais uniquement à distance. Parce qu'en présentiel, j'ai tout simplement pas le temps et j'ai le cabinet. À distance, tu arrives avec des vidéos à deviner un petit peu? T'as l'habitude? Ouais, après, je commence vraiment à avoir l'habitude, c'est-à-dire que, en fait, j'ai ce qu'on appelle des tests d'activation. Ça vient de ProFTS spécialiste et j'ai 180 tests. Mais par rapport à ces 180 tests, ça veut pas dire que j'utilise tous. Je utilise globalement 50 à peu près, régulièrement, très souvent. Et sur ces 60 tests, sur ces 50,
c'est tous des applications de force manuelle. Moi, je suis pas à côté, donc je peux pas le faire. Donc en fait, je reprends tous ces tests d'activation et je les fais en dynamique à l'aide d'haltères, de bancs lombaires, de placements bien précis. Et en fonction, et je compare tout le temps systématiquement le côté droit et le côté gauche. Et ça me permet finalement en comparant justement les sensations, l'état de fatigue. Je travaille énormément sous fatigabilité, ça me donne des maillons faibles sur lesquels je vais pouvoir c'est quoi qui s'appelle fatigabilité? Un gros travail. C'est-à-dire que, par exemple, un truc con, je pourrais par exemple donner une ISO. Tu vois, là, un des tests que va faire Alexis, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il était possible de faire en sumo deadlift à 80% de sa NRM, le temps sous tension qu'il est capable de me maintenir. D'accord. Il n'est pas au point encore, les gars. Apparemment, il a dit il ouvre à 300 la prochaine compète. Bon courage. Bonne chance. Mais, et tu vois, j'ai certains marqueurs que j'ai besoin, et en fonction de ces marqueurs-là, ça me dit, ok, t'es à côté de la plaque ou pas. D'accord, ok. Et si t'es à côté de la plaque, à un moment donné, ta chaîne elle est aussi forte que le maillon le plus faible. Et, si ça pète pas dans les prochaines semaines, ça va péter dans les prochains mois, tu vois. Et tu vois, par exemple, Clément, lui, il a été blessé plein de fois à l'iliocostalis de mémoire. J'avais fait un bilan à Clément il y a plusieurs années maintenant. Il y a 25 ans. Non. Ça doit faire 3 ans, je pense, que j'avais fait le bilan. Okay. Et déjà à l'époque, il avait ce maillon faible sur l'iliocostalis. Donc, c'est récurrent chez lui. Il faut qu'il le bosse un peu plus intensément pour que ça augmente sa charge de travail. Je pense que si ça, c'est un... On parlait des faits que ce qui fait... Enfin, je pense que c'est un truc qui distingue aussi les très bons athlètes, voire même les athlètes de haut niveau, c'est que tu vois, ce petit travail que tu dois faire en plus, parce que tout ça, c'est des exercices ou du travail que tu fais en plus de ta séance, tu vois. Oui. Et souvent, c'est des trucs... la majorité des gens, et moi le premier, va avoir tendance à bazinguer, tu vois. Tu sais que tu as une faiblesse à un endroit et tout, que tu devrais le travailler, mais c'est en fin de séance, tu te dis... ouais, mais après, je suis d'accord. Mais tu vois, par exemple, je reprends l'exemple de Clément. Je pense qu'il l'a compris, mais il n'y a pas si longtemps. Tu vois, au tout début, donc en fait, j'étais en formation à Limoges, donc je lui avais fait un bilan en présentiel, mais je bossais pas avec Clément, il avait son entraîneur, etc. Mais je lui avais donné quelques conseils. Mais tu vois, il avait trouvé taxant, mais à l'époque, il l'avait trouvé taxant, je pense, parce qu'il avait peur indirectement des répercussions. Mais le problème, c'est que quelques mois après, il s'est blessé à l'iliocostalis à nouveau. Tu vois? Et là, avec Thomas et Simon, ils bossent un peu plus. Tu vois, il y a 3 ans, tu lui aurais dit de faire 1 heure de zone 2 dans la semaine, il t'aurait dit va te faire foutre. D'accord? Mais c'est aussi ça l'éducation, c'est que petit à petit, c'est d'apprendre à l'athlète, ok, oui, le SBD c'est important, mais à un moment donné, si tu veux être résilient sur le long terme, il va falloir incrémenter certaines choses. C'est vrai que, surtout pour le cas de la force athlétique, désolé s'il y a des gens qui passent là qui font d'autres sports, mais comme c'est une discipline très spécifique, déjà on a tendance vraiment à s'enfermer dans ces 3 mouvements-là, et même dans la force athlétique, t'as des gens qui vont vraiment même pas faire de renfort du tout et faire uniquement que du squat, du bench et du deadlift. Et le problème, entre guillemets, mais c'est pas de leur faute, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont d'énormes résultats comme ça. Et donc du coup, les gens, voilà, et les gens, alors c'est pas de sa faute, mais vont imiter ce qu'il fait, sauf que des panaches, il y en a qu'un en fait. Ouais, c'est comme tu l'as dit, il y en a qu'un, d'accord. Et moi, j'ai rien contre lui. C'est juste qu'à un moment donné, c'est que j'ai eu plusieurs athlètes qui suivaient sa prog qui se sont pétés. Pourquoi? Alors, c'est pas de sa faute. C'est juste que à un moment donné, je pense qu'il le sait. Il est unique. C'est le champion du monde. Ouais. Il est unique. Et quand tu arrives à ce niveau-là, c'est que ton corps, il est suffisamment antifragile. T'as pas eu de grosses blessures handicapantes qui t'empêchent de lever des charges aussi monstrueuses, et que ta capacité de travail, elle est énorme. Ouais, ça pour le coup, c'est un truc qu'on peut pas lui enlever. Ah ouais, c'est ça.
Mais ça ne veut pas dire que tout le monde est capable de le faire. C'est ça la différence. C'est que peut-être que, comme lui, il va y en avoir, on va dire, c'est les 5%. Mais ça ne veut pas dire que les 95% ne peuvent pas performer. C'est juste que pour ces 95%-là, il y a d'autres méthodes. Et en fait, pour atteindre un objectif, il n'y a pas une seule méthode. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont, j'appelle ça les répondants. Certains vont répondre à telle méthodologie, mais il n'y a pas une méthodologie, c'est qu'il y a plusieurs méthodes pour arriver à la performance. Et il faut juste trouver celle qui te corresponde aussi. Est-ce que tu dirais que les meilleurs sont justement des gens qui vont répondre à tout? Ou au contraire, ça va être juste des gens qui vont... Y a pas de... Les tout meilleurs? Ouais, les tout meilleurs. C'est ceux qui ont répondu spécifiquement. Un truc, ok. Parce qu'en fait, s'ils répondent... En fait, si tu réponds à tout, c'est que tu réponds à rien et c'est que tu n'es pas dans le très... Je parle du très haut niveau. Ouais. On a beaucoup parlé de prépa physique, etc., d'entraînement. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur un peu comment tu arrives à concilier un petit peu tout ça justement avec ta vie professionnelle, ta vie de sportif aussi, parce que tu t'entraînes aussi, j'imagine, et ta vie de famille. Tu t'es devenu papa récemment, c'est ça? Ouais, il y a 11 mois. Il y a 11 mois, bientôt un an, d'accord. Tu as un bon anniversaire, si d'ici que le podcast sort, c'est possible. Fin juillet, ouais. Qu'est-ce que ça a changé, si ça a changé quelque chose? Le fait d'être papa? Ouais. Ah, bah, c'est un merveilleux moment. Ouais. Il faut savoir qu'à la base, Mélanie pourra confirmer, je voulais pas d'enfant. Ok. On a longtemps discuté. C'était des grosses discussions, parce que faut pas se leurrer, hein, c'est des grosses discussions dans un couple. Moi, je voulais pas d'enfant parce que le monde actuel, hein, et en plus c'est parti en couille complet là, cette année. Merde, mais c'est vrai que là, c'est chaud. Je voulais pas d'enfant, mais après Mélanie, tu vois, elle a une phrase qui est juste: s'il y a que les cons qui font des enfants, le monde va être encore plus con. Donc ça fait quand même réfléchir. Après, elle sait qu'on n'en aura pas. C'est tout un. Ouais, on va déjà faire un bien et puis on verra quoi. Mais en tout cas, c'est beaucoup de bonheur, mais beaucoup de chamboulements. C'est pas un mais les chamboulements, c'est juste beaucoup de bonheur avec des chamboulements à côté, mais il faut savoir être adaptable, on va dire. Après, est-ce que c'est compatible avec mon mode de vie? Je sais pas, c'est des remises en question beaucoup cette dernière année, parce que Elena grandit vite, grandit très très vite, et je veux pas passer à côté de ça. J'ai des grosses contraintes professionnelles, mais j'essaye quand même d'être au maximum présent pour ma fille. Et tu vois, j'essaie quand même de passer. Alors je sais, il y aura certainement des papas qui passent plus de temps avec leur fille, mais j'essaye au minimum de jouer avec elle. Si je peux, au minimum, ça dépend les journées, mais sur les journées où je suis capable d'être présent, sauf le mardi et le jeudi, c'est plus compliqué parce qu'elle se couche tôt, mais au moins 1 heure tous les jours avec elle, tu vois, et le week-end d'en profiter beaucoup plus. Et j'essaye au maximum d'être comme ça, mais et puis avec Mélanie, là il faut le savoir que elle est en train de passer, je vais certainement la salarier sur ma société Praxio Consulting, parce que là elle a déjà commencé, là elle est en transition au chômage, mais c'est le temps qu'elle rentre dans ma société. Elle me fait toute la partie administrative. Donc par exemple s'il y a des suivis, c'est avec elle au début que les gens interagissent, puis après moi je dispatche en fonction des emplois du temps de chacun, mais du coup elle me soulage beaucoup sur ça, pour que justement aussi on puisse je puisse aussi me libérer du temps pour Elena, et pour me libérer du temps pour ma partie de développement, on va dire, de la société, quoi. Et c'est ça qui est important. Est-ce que donc tu travailles beaucoup, ça c'est un fait, mais est-ce que tu es quelqu'un justement qui aime travailler, t'aimes te mettre sous cette charge de travail? En fait, il y en a très peu qui savent. Tout le monde sait que j'ai fait du sport de haut niveau, mais en gros, en fait, mes parents habitent à globalement 45 minutes de Toulouse.
Et j'ai intégré le pôle espoir. En fait, la copine de mon prof, c'était l'entraîneur du pôle espoir aussi. Et moi, j'avais déjà des accès des minimes. Donc, un minime en judo, ça devrait être 13 ans. 13 ans, ok. Donc, en fait, je m'entraîne très, très dur depuis l'âge de 13 ans, en parallèle de l'école. Et moi, j'ai fait le choix de rester dans mon collège à la base, jusqu'à la 3e. Et du coup, en gros, toute la 4e et la 3e, je me levais à 5 h du matin. Je déjeunais, je prenais le train à 6 h 15. J'allais à Toulouse. Après, j'étais scolarisé sur la seconde à Toulouse. J'avais les entraînements le matin et le soir. Je prenais le train. Non, ma mère venait me chercher le soir, donc elle faisait 45 minutes. J'ai eu de la chance, j'ai des parents extraordinaires. Elle venait me chercher à 20 h le soir. Je rentrais, je mangeais, je faisais les devoirs jusqu'à minuit. Et voilà. Ça. Du coup, en fait, j'ai connu ça mais toute ma vie, tu vois. Travailler dur dans son sport, c'est une chose. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont prêts à travailler dur dans le sport. Mais après, dans ta vie professionnelle. En gros, j'avais le droit de faire ça que si j'avais des bonnes notes. Sinon, mon père, j'aime de tout mon cœur mon père. Mon père, il le sait, il le dit lui-même, il a été très dur avec moi. J'ai un frère jumeau. Hein. Il a été beaucoup plus dur avec moi qu'avec mon frère jumeau. Et c'était la condition pour que je fasse du sport de haut niveau. Il fallait que je sois bon à l'école ou dans mes études ou même professionnellement. Après, du coup, ça m'a donné indirectement. Il n'agit pas sur ma vie professionnelle à l'heure actuelle, mais c'est ce qui a inculqué. C'est l'éthique de travail. C'est ça. Et après, c'est aussi les reproches. Tu vois, si ma mère devait faire un reproche à mon père à l'heure actuelle, c'est qu'il travaille comme un fou. Il n'est jamais à la maison. Et c'est aussi le reproche que fait ma mère à mon père, c'est qu'il travaille énormément. Alors moi, j'ai ce modèle-là. Et il faut savoir que, par exemple, mon père, il travaille énormément, mais on a 3 hectares à entretenir autour de la maison. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est 3 hectares. Alors, les Parisiens comme moi, peut-être pas, mais ça fait beaucoup. C'est énorme. C'est énorme. C'est... J'ai oublié mes conversions. Si on prend un terrain de foot... C'est plusieurs terrains de foot. D'accord. Et avant, on avait 23 hectares avant qu'on vende. Donc, ça veut dire que la semaine, il travaillait et le week-end, il fallait qu'il entretienne tout l'extérieur. Donc, en fait, moi, j'ai ce modèle-là. Mais d'un autre côté, j'ai aussi le son de cloche de Mélanie qui me dit « Ouais, mais profite aussi de ta fille. » Donc, j'ai pas envie non plus de tomber dans ce modèle-là, mais j'ai ma rigueur de travail et j'ai ma rigueur de papa. Je le vois comme ça. Et en fait, depuis que j'ai l'âge de 13 ans, en gros, je travaillais après de 20 h à minuit, je faisais mes devoirs parce que je voulais quand même avoir de bonnes notes et je m'entraînais 4 heures quand même dans la journée, tu vois. Donc, à un moment donné, ça t'inculque. Il faut savoir que quand j'étais en médecine, tous mes potes, même qui avec moi en sport-études, ils ont arrêté. Moi, j'étais... Yacine Douma, l'entraîneur il m'a autorisé à rester au Pôle France. Je suis le seul à rester au Pôle France en étant en médecine. Donc, ok, j'ai réduit, mais je m'entraînais quasiment, entre 4 et 6 fois par semaine. Donc, alors, il y a tout le monde qui dit, ouais, mais Fred, il a une grosse capacité de travail. Ouais, mais Fred, il a construit la capacité de travail. C'est différent. Il y a une construction derrière ça. Et puis, à l'heure actuelle, tu vois, ça m'arrive de m'entraîner le soir. Donc, je sais que, tu vois, par exemple, Alexis, il le sait, je réponds pas rarement entre 18 h et 20 h. 18h30 et 20 h, je réponds rarement. Pourquoi ? Parce que c'est là où je rentre rapidement pour profiter d'Elena, jouer avec elle, faire le repas avec elle et la coucher. Et tu t'entraînes quand ? Après, du coup ? Et je m'entraîne soit avant, j'organise mon emploi du temps avant, soit après. Ça fait des journées de combien d'heures, ça ? Ça me fait des longues journées. Et la dernière fois, tu vois, Alexis m'écrit, je dis, ouais, je viens de battre mon record au squat, il était quelle heure ? 22 h 08. Samedi soir à 22 h 08. Donc après, ça dépend ce qu'on veut. Mais moi, j'ai envie d'essayer d'être un bon papa pour ma fille.
d'être quand même un bon chéri pour Mélanie et d'avoir cette rigueur de travail que j'essaie d'avoir, tu vois. Et c'est aussi pour ça que maintenant, je bosse pour certains suivis avec Augustin, Louis et Thomas, parce que à un moment donné, on n'a que 24 heures, quoi. Et c'est un objectif que tu aurais de déléguer de plus en plus, ou toi tu te vois toujours, même si tu délègues, c'est plus pour grossir, mais tu te vois toujours fonctionner sous une charge de travail assez importante? Alors, non. Alors, là, c'est la grosse question. À l'heure actuelle, je pense qu'il n'y a que Thomas, Simon et moi qui pouvons vivre sans le cabinet. En déconventionné, je parle. Moi, je ne le cache pas, je pourrais vivre sans le cabinet. C'est pour ça que cette charge de travail, je ne sais plus quelle question je t'ai posée tout à l'heure, mais est-ce que tu as besoin de cette charge de travail? C'est vrai que tu te l'imposes, tu n'as pas besoin de cette charge de travail pour vivre. Non, comme dit mon collègue, je me l'impose. Ouais. En gros, je ne le cache pas, hein, tout seul, j'ai fait 202 000 € juste sur la société, sans le cabinet, en 2022. CA ou bénéfice? De CA. Okay. Mais j'ai pas beaucoup de... Oui, c'est vrai que je sais pas, après au cabinet, tu loues ce Non, hors cabinet. Ah, d'accord, ok. Oui, hors cabinet. Okay. Donc, moi, je ne cache pas, hein, c'est les chiffres. Certainement, cette année, il y en aura moins. Mais parce que la formation LCA, elle a cartonné aussi. Mais en gros, il y a 2 ans, j'avais fait 100 ou 110 000. L'année dernière, 202 000, on verra cette année. Mais avec ça, je vis largement, tu vois. Qu'est-ce qui a fait qu'elle a doublé le... Déjà, j'ai beaucoup plus de monde. Les réseaux sociaux, ils ont explosé. Toutes mes formations sont complètes à chaque fois, donc c'est le bouche à oreille. C'est que du présentiel, hein, les formations. Ou alors les formations à distanciel. À distanciel aussi. Mais tu vois, la formation LCA, bon, je vais donner les chiffres, hein, mais c'est 53 000 € en une semaine. Ouais. Ok, c'est une semaine, mais il y a les dizaines d'heures de lecture scientifique, enfin même plus, des centaines d'heures de lecture. Il y a, avec mon collègue Florian, donc c'est 53 000 à 2 hein, finalement. C'est une semaine de vidéo. Après, il faut faire les diapos, etc. Donc c'est un peu plus qu'une semaine de travail, tu vois. Mais je crache pas sur 53 000 €. Ouais, bien sûr. Mais par contre, du coup, ça c'est uniquement c'est-à-dire que tout le monde peut aller acheter ma formation sur le ligament croisé. C'est en ligne, et puis voilà, de temps en temps, là, tu vois, on va l'actualiser. Mais ça, c'est du travail distanciel qui, après, génère des revenus passifs, entre guillemets, même si on la met à jour, etc. Tu vois. Mais c'est sûr qu'avec 202 000 à l'année, je vis largement, j'ai pas besoin de ça. Mais à l'heure actuelle, tu vois, ce qui est dur pour moi, c'est que l'ensemble des revenus de mon foyer familial dépendent que de moi. Puis en plus, on vient d'acheter une grosse maison, donc c'est ça qui me fait un peu flipper. Et entre guillemets, mais tu vas me dire à 202 000, normalement, ça va. Oui, mais le truc, c'est que à l'heure actuelle, j'ai aussi mon cabinet. Et à mon cabinet, là, en ce moment, c'est très très chaud. On a eu plus de 8 000 € de charges mensuelles. Comment ça se fait? Parce que tu as beaucoup de... déjà, on a racheté. C'est centre-ville. Okay. C'est sur la place centrale. C'est 250 mètres carrés. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, ouais, c'est un projet à quasiment 1 million. Okay. On n'est pas loin du million. 800 000 €. Donc, il faut le remboursement de tout le matériel. Il y a quasiment, j'avais 120, on doit être autour de 150 000 € de matériel. Et il y a 4 000 € de crédit pour les locaux. Donc, à un moment donné, il faut quand même que je sors pas les sous comme ça. Il y a de l'argent qui rentre si tu as 8 000 €. C'est ça. Et puis, le temps de faire la transition avec Mélanie, l'objectif de Mélanie, en fait, là, actuellement, je suis en train de construire un organisme de formation. C'est pas que je le construis, c'est que je suis en train de m'arranger un de mes meilleurs potes. Je le dis pas parce qu'il veut pas que ça se sache. À départ dans un organisme de formation. Donc, je suis en train de négocier avec lui pour que indirectement je puisse profiter du numéro d'organisme de formation en échange dans une sorte de loyer à reverser, tu vois. Ça, faut pas que ça sorte ou faut que ça... Juste, il faut pas... Comme tu veux. Je te coupe si tu veux. Non, j'ai pas dit non, donc on s'en fout. Et du coup, le truc, c'est que globalement, par rapport à ça, c'est pour ça que j'engage Mélanie, c'est que indirectement, elle va pouvoir
m'aider sur cette partie-là de l'organisme de formation pour que indirectement ça génère des revenus supplémentaires pour qu'on puisse aussi dégager un salaire correct pour elle, tu vois. Et pour que on va dire ma sphère familiale, j'ai plus besoin de m'en occuper, d'accord. Et par rapport au cabinet, c'est ça la grosse question, c'est est-ce que du coup je peux réduire mon activité au cabinet. Thomas, il me dirait, salut, si t'écoutes Thomas, il dit arrête là le cabinet, c'est bon. Le truc, c'est que moi, le cabinet, en fait, ça me fait de l'immobilier. Puisque, en fait, c'est pour ça que ça me coûte si cher, c'est qu'il y a une SCI dessus. Et en gros, ça me paye les locaux. Et 250 mètres carrés à 20 minutes du centre-ville de Strasbourg. Ça va valoir pas mal dans 15-20 ans. Du coup, ça me fait... mais après, tu pourrais mettre quelqu'un à ta place. Ouais, bien sûr. Bien sûr. T'es pas obligé de toi d'être au cabinet. Ouais, je suis d'accord. Oui, mais c'est le projet. C'est pour ça que là, tu vois, j'avais mis quelques stories. C'est peut-être que tu les as eu passer pour que je trouve du monde pour fin d'année. Parce que je pense que globalement, je vais plus que travailler 2-3 jours par semaine au cabinet. Mais je veux quand même conserver le cabinet. Mais déjà, ça entretient la main, il ne faut pas se leurrer. Et puis, j'aime bien le contact. C'est juste que maintenant, il y en a plein qui m'écrivent je ne peux plus prendre rendez-vous chez toi parce que j'ai fermé Doctolib. Et oui, j'ai fermé Doctolib et je prends juste que ce que j'ai envie, tu vois. Là, tu vas te retrouver comme moi, genre mouvement. Je sais pas si tu as vu, il a sorti une vidéo. Il arrête le câble parce que tout le monde. En fait, c'est pas qu'il arrête, c'est qu'il fait une pause de quelques mois. Ouais, mais il disait qu'il y avait des gens qui prenaient rendez-vous à son câble juste pour le voir, même pas parce qu'ils ont une pathologie. Non, j'en suis pas là. Il a quasiment. Non, mais oui, c'est juste que. Il y en a, ils veulent absolument que ça soit que moi, mais sauf que moi, à un moment donné, j'ai plus un emploi du temps extensible. Et puis, parce que je veux pas, parce que je réduis même pour pouvoir développer plus de choses sur ma société de formation de coaching. Ça, c'est le revers de la médaille des réseaux sociaux. Quand t'es au nom de Fred Cause et pas au nom peut-être de ton organisme de formation. C'est que même moi, après, tu peux pas le prévoir dès le début, mais c'est que, du coup, les gens, c'est avec toi qu'ils veulent bosser, quoi. Oui, c'est ça. Faut arriver à leur faire comprendre que c'est pas parce que tu bosses avec moi que... Tu vois, même au sein de Praxio Consulting, tu vois, j'ai engagé Augustin, Thomas et Louis. Et donc, ils ont un formulaire à remplir sur mon site. Et du coup, c'est Mélanie qui le reçoit. Et après, moi, je le traite. Parce que, par exemple, Thomas, lui, il veut pas de prépa physique. Donc, je sais que je donne pas de préparation physique à Thomas. En fonction du profil que j'ai sur le questionnaire face à moi, je sais vers qui je peux orienter. Moi, à l'heure actuelle, je prends quasi personne, sauf demande très particulière. Mais pourquoi jusqu'à octobre au moins? Parce que globalement, j'ai plus le temps. Et je renvoie les gens parfois vers Louis ou Thomas ou Augustin et ils me disent non, on veut que toi. Ouais, que toi, alors si c'est moi, t'attends cet hiver. Ou alors, c'est Louis, Thomas ou Augustin, ou sinon, tant pis. Mais par contre... finalement, Louis, pas si mal. Ouais, mais c'est ça. Après, je leur dis, si je les ai engagés, c'est que j'ai entièrement confiance en eux, déjà. Et en plus, ils ont fait quasiment toutes mes formations. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils travaillent à 100% comme moi, mais je sais que 60, 70, 80% du contenu qui va être proposé par ces gars-là, ça sera solide, tu vois. Donc voilà. Okay. Après, ta question, est-ce que je veux développer avec d'autres personnes? Justement, là, tu vois, avec Florian, on a fait le ligament croisé. Là, on a filmé la formation sur la lombalgie qu'on va sortir en septembre avec mon associé du cabinet Ulrich. Je prends de temps en temps des personnes extérieures pour m'aider sur certains points. Et puis, deux, c'est toujours quand même plus cool. Et puis, par exemple, Louis et Thomas, ils le savent, certainement, je risque à les solliciter aussi sur des formations en présentiel petit à petit pour que ça me décharge aussi du temps. Et ça leur fait des revenus complémentaires. Et j'ai entièrement confiance en leurs compétences, tu vois. Et du coup, moi, ça me libère aussi un peu de temps. Ça me parle beaucoup parce que c'est quelque chose que moi je fais aussi avec mon académie, d'être un peu pluridisciplinaire, tu vois. Il y a la partie auto-coaching que je gère, la partie vraiment pure programmation FA avec OPT, et puis après je me suis entouré d'un kiné, d'une nutritionniste et d'une prépa mentale pour vraiment proposer un accompagnement holistique, tu vois. Et puis chacun c'est des domaines de compétences aussi. Ouais, on peut pas tout savoir faire. C'est clair. Mais je me demande, toi, dans tout ce que tu fais, c'est si tu devais garder qu'un seul truc. Donc entre la prépa de haut niveau, la prépa de monsieur et madame tout le monde, le CAB,
ton institut de formation, qu'est-ce que tu garderais? J'aime bien le travail de A à Z que je fais à distance. C'est vraiment cool. On peut pas tout faire à distance, c'est vrai. Mais par contre, en fait, par les effets obtenus et les discussions, ils me font des feedbacks sur WhatsApp, mais on arrive à savoir quand même vraiment beaucoup de choses. Et ce qui est bien, c'est que, entre guillemets, ça c'est une condition, il faut qu'il y ait l'observance derrière, mais si la personne est bien observante, on arrive à engendrer des processus carrément... Il y en a, ils ont complètement changé de vie. On l'a déjà au cabinet, mais souvent au cabinet, les gens c'est malheureux, sont trop dépendants de la sécurité sociale. Je paye pas, ou je paye peu, et du coup, tu me dois. Tu vois, c'est un peu ça. Et moi, j'ai plus trop ce souci-là, mais c'est globalement ce que 90% des kinés ont. Et c'est ça qui est un peu dommage, c'est que en France, ça ne veut pas dire qu'on ne devrait plus être affilié à la sécurité sociale. C'est juste que, c'est juste déjà que les tarifs devraient être revalorisés. Mais bon, ça, c'est un autre débat. C'est juste que c'est pas parce que tu es affilié à la sécurité sociale qu'on te doit. C'est qu'à un moment donné, on doit créer aussi le changement chez la personne pour qu'elle travaille. C'est pas les 30 minutes, même 2 ou 3 fois dans la semaine qui vont changer quelque chose. Et ça, en distanciel, on l'a moins. Pourquoi? Parce que déjà, s'ils te contactent, ça veut dire qu'ils entament un processus de réflexion sur eux-mêmes et un accompagnement. Et nous, on sert de guide pour cet accompagnement-là et pour créer des changements chez eux. Et c'est ça qui est cool. Et souvent même, je crois que 90% de mes suivis, à la base, c'était de A à Z. C'était pour juste soigner une blessure. Et en fait, ça engendre, les gens sont contents, ça engendre des processus. Et en fait, ça finit par du A à Z, tu vois. Donc, s'il y a un truc que je devais garder, ça serait ça. Ok, super. Après, on a abordé énormément de sujets. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on n'a pas parlé, que tu en as abordé ou pas? On pourrait parler du contenu média. Hein. Du contenu média, c'est-à-dire à l'heure actuelle, tu vois, je pense que c'est très très difficile de... En fait, j'aurais une question pour toi. On va inverser les rôles. On change la chaise. Alors, toi, tu vois, Hugo, on pourrait dire pro dans le média. D'accord? Même si ça fait pas si longtemps que tu t'es lancé dans... Ça fait 3 ans quand même. Voilà, mais là, tu commences à avoir des billes dans ça. De la vidéo tu vois? Le problème, c'est que tout le monde n'a pas des revenus illimités pour payer les médias. Clairement. Si tu prenais quelqu'un qui, je sais pas, il commence à avoir un petit réseau de 4-5 000 personnes sur les réseaux sociaux, il n'a pas des revenus suffisants pour te payer, quel tips tu pourrais lui donner? Pour me payer moi? Ouais. Quelqu'un qui débute, qui commence à avoir 4500 et qui veut, c'est quoi son problématique? Qui veut augmenter sa qualité vidéo, faire des trucs de bonne qualité? Sans avoir, par exemple, je sais pas, on va pas parler de... Je sais pas, tu vois, en off, tout à l'heure, on parlait de réels. Il y a des réels qui sont à 200, 250, 300 euros le réel. Le truc, il est hyper carré, sans en arriver là. Mais qu'est-ce que... alors déjà, ça dépend quel type de contenu tu fais. Est-ce que tu fais du podcast, est-ce que tu fais du réel? Est-ce que, tu vois, t'es vraiment en tant que coach et que tu veux t'asseoir ton autorité sur les réseaux, te faire connaître, acquérir des clients et tout? Je pense que déjà, il y a, comme je te disais tout à l'heure, en fait, c'est pour ça que moi je fais cet effort de me déplacer, d'avoir une caméra, un micro qui au final, même si tu t'y connais pas en vidéo, je veux dire, on n'a pas fait grand chose. On a une caméra pointée sur nous, on a 2 micro-cravates. Et au final, rien qu'en faisant ça, t'es au-dessus qualitativement de 99% des podcasts qui existent, tu vois. Puis je crois qu'il y a des trucs tout cons, mais ça en partie ce que tu fais, c'est t'as une image de qualité. Tu découpes ton podcast en plein de petits morceaux. Et après, c'est pour ça que le podcast, pour moi, c'est le meilleur format. Parce que c'est un seul format. Tu vois, là, on va passer 1 heure ensemble. Et après, si je veux, je peux avoir du contenu pour 1 semaine sur toutes les plateformes. C'est-à-dire que je vais avoir le format long sur YouTube, que je vais poster 1 fois dans la semaine. Moi, après, derrière, je découpe ça en clips. Donc, c'est même pas des réels et des TikTok, c'est des clips. C'est un extrait, par exemple, de 5, 7 minutes, 10 minutes. Pour les gens qui n'ont pas forcément le temps
de regarder les 1 heure, ou alors ça peut servir de hook sur quelqu'un qui, par exemple, ne va pas te connaître, donc va pas cliquer sur la vidéo. Mais par contre, si je prends un extrait de notre podcast où, par exemple, on a parlé d'un truc très précis sur comment si t'es kiné, avoir des athlètes de haut niveau. Tu vois, peut-être que quelqu'un qui te connaît pas et que le titre de la vidéo d'1 heure va pas être assez intéressant pour lui, mais par contre, qui a cette problématique spécifique, va cliquer sur l'extrait de 5 minutes et après va se dire, ah, mais c'est intéressant, je vais aller sur le truc d'1 heure. Déjà, ça me fait double vue. Ça me permet aussi de faire plus de vues aussi comme ça. Et de toujours un seul contenu qui me fait 2 vidéos. Ensuite, pareil, cet extrait de cette vidéo d'1 heure, tu vas pouvoir la recouper en réel, en TikTok, etc. On vit dans une période qui est super intéressante parce que maintenant, c'est jamais arrivé, si tu te poses la question, d'avoir une seule vidéo qui peut percer sur plusieurs plateformes. Le réel, tu le mets sur TikTok, Instagram réel du coup, YouTube Short maintenant, qui n'est pas à sous-estimer. Personne ne se dit, mais qui regarde YouTube Short? Je peux te dire que ça fait énormément de vues. J'ai des shorts du coup avec PowerCamp, des trucs tout cons qui sur TikTok ou quoi, on fait juste 50 000, 60 000. Sur YouTube Short, on fait 230 000, tu vois. Et puis l'avantage de YouTube Short, c'est que ça reste YouTube. Donc si quelqu'un est directement intéressé, c'est sur la même plateforme, donc ils vont aller s'abonner. Alors que sur passer quelqu'un de TikTok à Instagram, c'est beaucoup plus compliqué. Donc tu vois, toujours un seul contenu, faire des vidéos. Donc le premier truc qu'il faut apprendre, je sais que c'est compliqué quand on est coach et tout, mais je pense que si t'es seul et que t'as pas forcément de budget, il faut que t'aies des compétences en montage. C'est pas énormément. Genre le podcast, c'est pas un truc, c'est pas du vlog. Ça reste très simple à monter. Aujourd'hui, tu peux te former gratuitement sur YouTube. Moi, tout ce que j'ai appris en vidéo et tout. Et avant de faire du YouTube, j'ai bossé en tant que chef vidéo dans un département d'une grosse boîte qui s'appelle Virtual Gym. Ceux qui font des applications pour ceux qui connaissent le podcast savent mon histoire, mais pour les salles de sport, donc Fitness Park, Basic Fit et tout, l'application que tu as sur ton téléphone, en fait, c'est eux derrière qui font en marque blanche. Après, ils font ton branding. Et juste en me formant moi sur des tutos YouTube, j'ai réussi à décrocher un job chez eux, tu vois. Donc si je l'ai fait, tout le monde peut le faire, tu vois. Donc c'est possible. Donc je dirais que le premier truc à faire, c'est que même si c'est chiant, et ceux que je trouve qui font du bon contenu et qui n'ont pas forcément beaucoup d'abonnés, mais le font, c'est qu'ils se distinguent des autres, je trouve, c'est qu'ils font l'effort de se former un tout petit peu en montage. Tu l'as dit toi-même avec CapCut aujourd'hui. Maintenant, il y a plein d'applications pour sous-titrer automatiquement, pour faire des cuts. Tu peux faire des trucs très facilement, même les transitions avec TikTok. Aujourd'hui, on a tellement d'outils qui ont rendu le montage accessible que pour moi t'as pas d'excuse de dire ah non moi ça me fait trop peur le montage, j'ai rien. Maintenant depuis ton téléphone tu peux le faire. Je pense notamment à Bazinga qui a monté une chaîne YouTube à plus de 100 000 abonnés, je sais pas si tu vois qui c'est Bazinga. Je veux dire, il montait sur son téléphone, il faisait des vlogs avec eMovie, tu vois. Alors si lui il a monté 100 000 abonnés, tu peux faire 2-3 réels sur TikTok de temps en temps, tu vois. Donc ça c'est le premier truc. Et ensuite, donc, apprendre à faire ça, trouver un format. C'est pour ça que je dis aux gars d'OPT, moi, ça fait des années que je leur dis faites le podcast, ils le font que maintenant, tu vois. Après, je pense qu'il y a une question de plein de choses qui sont décopiées et tout, mais je pense que pour les coachs, c'est le meilleur moyen d'asseoir ton autorité, de montrer tes connaissances, parce que tu vas pas forcément avoir quelqu'un pour te filmer. Quand t'es au CAB, idéalement, bien sûr, tu pourrais filmer une consultation et tout, mais là, tout ça, c'est beaucoup plus compliqué, il faut avoir quelqu'un d'autre pour te filmer et tout. Alors que l'avantage de faire un format type podcast, ou en tout cas facecam, c'est que tu le fais tranquillement chez toi, tu maîtrises les lumières. Si t'es pas à l'aise devant la caméra, tu peux prendre ton temps, arrêter, couper. C'est toi qui maîtrises de A à Z le montage et tout. Donc, moi, c'est ce que je conseillerais à quelqu'un qui commence à avoir une petite accroche, de faire du contenu sur les réseaux, donc trouver un format long, ou en tout cas un format qui peut répéter sans facilement que ça lui prenne du temps, se former un petit peu en montage pour avoir le temps de faire cette petite découpe. Et puis après, tu organises ton planning. Et ce qui est important, c'est d'avoir... surtout, moi je dirais, il y en a qui n'ont pas forcément ça, c'est d'avoir un profil clair. Quand je vais sur ton profil, qu'est-ce que je trouve? Est-ce que c'est clair? Je vois tes coachs, qu'est-ce que tu offres? Il y en a, ils ont peut-être une vidéo qui va percer ou un truc, et quand tu vas sur leur profil, c'est pas clair, la bio elle est pas claire. Maintenant, aujourd'hui, il y a juste à regarder ce que toi tu fais par exemple ou d'autres, tu vois là. Très clair, Fred, physio, voici mon Linktree, maintenant tu as plein de liens et tout ça cohérent, et peut-être pas trop en faire. Moi avant j'avais tendance à avoir, tu peux peut-être t'éparpiller un peu partout. Moi j'ai une marque de vêtements aussi, j'ai le podcast, j'ai mon académie en ligne, j'ai plusieurs trucs. Quand les gens ils tombent sur mon profil Hugo Owona, tu vois, il faut que ce soit clair. Je tombe sur une vidéo de force athlétique. S'il y a le podcast, il y a une marque de vêtements, je vais cliquer, je vais sortir de l'univers, je vais pas forcément comprendre tout ce qu'il a à offrir, et je vais abandonner, je vais lâcher, tu vois. Alors que si tu as un tunnel qui est clair, tu vois, par exemple, Training Therapy, ils font ça très très bien. Même toi aussi, tu fais ça très très bien, mais eux, ils ont vraiment investi pour le coup dans le média à un niveau. Mon feed, ils sont partout, tu vois, sur mon feed. Sur les montages. Exactement. Donc, tu as la vidéo court qui est le hook,
qui va m'appeler, qui va porter mon attention. Après, il y a leur chaîne YouTube si je veux en savoir plus. Ils ont énormément j'allais dire testament, parce que c'est en anglais, c'est testimonial, mais témoignages. Pour apporter la preuve que ce qu'ils font, ça marche. Et puis après, tu suis sur le lien, il y a un site internet, c'est très clair. Et voilà, il n'y a pas de déperdition, tu vois. Je dirais que pour revenir à ta question, répondre concrètement, c'est se former en montage, c'est indispensable, je pense. Et aujourd'hui, il y a pas mal d'outils. Moi, tu vois, ce podcast, je vais l'éditer avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il y a un truc qui s'appelle Autopod FM. Tu payes 30 € par mois. Et donc, comparé à un monteur, hein, c'est que dalle. Et ça va te changer les angles de caméra, en fait, tout seul. Et ça va t'éditer en fonction de qui parle avec la voix. Et ça t'es obligé d'ajuster ou c'est juste les changements de caméra. Donc, en fait, si on a fait un bon job, après, c'est là aussi où il faut développer ses compétences. Tu regardes mes podcasts du début, c'est horrible. J'aurais jamais pu poster ça. Bon, je l'ai fait, mais maintenant, j'aurais jamais fait. Mais sans cut, sans les machins, c'est là où tu fais l'effort. Au bout de 83 épisodes, elle coupe tout ça. Non, ça, elle peut couper les et tout, mais c'est pas vraiment naturel. Mais le mieux tu feras là, dans notre discussion, le plus j'éviterai et tout. Mais moi, après, je repasse derrière parce que timestamp, les codes, tu vois, il y en a qui font pas l'effort de dire de telle minute à telle minute, on a parlé de ci, avec les chapitres, tu sais. Pour moi, c'est tous ces petits trucs-là aussi qui vont faire la différence entre le fait que j'ai écouté un épisode du Rendez-vous Musclé, j'ai passé un bon moment, et donc du coup, je vais revenir. J'ai écouté tel épisode d'un autre podcast qui était intéressant, mais l'audio, il était pas bon. La vidéo était pas bonne. J'ai galéré à chercher le chapitre. Au final, j'étais intéressé que par un passage, et tu vois, tous ces petits trucs-là, ces petits trucs qui sur le moment tu te dis les chapitres ça prend du temps, j'ai la flemme de réécouter tout le truc, on a déjà fait 1h30 à discuter, je vais pas me retaper 1h30 derrière à tout réécouter, j'ai mis mon intelligence artificielle, elle a tout coupé et tout, c'est bon, je le balance, tant pis. Mais en fait c'est ces petits trucs là qui vont faire la différence et qui vont faire que tu peux pas comptabiliser toi-même, mais qui va le faire que le mec il a cliqué sur ta vidéo, déjà il a fait l'effort de cliquer parmi toutes les options qu'il avait dans YouTube. Donc tout ça, miniature et tout, c'est important. Il y en a qui font pas l'effort aussi des miniatures, des trucs. Maintenant, tu as des outils comme Canva qui te permettent de faire des trucs assez simples, même si tu maîtrises pas Photoshop, et des outils qui sont gratuits. Photoshop, c'est payant. Donc déjà, tu as réussi à faire en sorte qu'il clique sur ta vidéo aussi derrière. T'as pas fait tous ces petits efforts-là, il va partir et c'est potentiellement quelqu'un qui va jamais revenir. Tu vois. Et maintenant, c'est tellement concurrentiel. On se bat tellement, tu le disais toi-même, les 5 premières secondes, elles sont tellement importantes que si t'as fait l'effort, t'as fait un truc assez intéressant pour capter l'attention d'un mec, c'est dommage après que il s'échappe derrière. Donc pour vraiment répondre à ta question, c'est réponse courte à une question, réponse longue à une question courte, mais donc se former en montage et peut-être avoir quelques outils qui peuvent t'aider, même aussi les miniatures Canva, avoir un minimum de base là-dessus. Faire les petits efforts que tu penses, c'est des petits trucs que personne ne remarque, mais mis bout à bout, c'est ça qui va faire la différence. Et trouver un format de préférence long que tu peux couper, qui est facilement répétable pour toi et que tu peux tenir sur le long terme, mais surtout être patient. Je pense que c'est ça, et régulier. C'est la régularité qui paye tout ça. Est-ce que ça a répondu à... Parfaitement. Bon, on va finir là-dessus alors, parce que j'ai mon train dans quelques minutes. Merci beaucoup, Fred, c'était un super épisode. Merci à toi. Franchement, j'ai passé un super bon moment. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver sur les essentiellement sur Instagram, Fred Kos. Essentiellement sur ça. Après, il y a tous tes liens, ton profil. Voilà, et sur Telegram aussi. Il y a le lien sur Instagram directement aussi. Ça marche. Et bien, encore une fois, on remercie l'Hôtel Tandem de nous avoir accueillis. C'était vraiment un super endroit. On était en featuring avec les oiseaux, les perruches derrière. J'espère que ça n'a pas fait trop de bruit. On verra au montage, justement. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode ou un prochain podcast. Salut. Ciao. C'était cool. Merci à toi. C'était super cool, franchement. C'est passé... Non, vite passé. J'ai pas vu le temps passer. 1h30 là, on a fait.